Open Play Studio, le football autrement. Journaliste de presse écrite le matin, chroniqueur en plateau de télévision le soir et insider sur les réseaux sociaux. Est-il encore possible de tracer une limite claire entre ces différentes fonctions ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Open Play Studio. Je suis Kevin Kabangou et pour ce nouvel épisode de notre série L'ère du journaliste influenceur, je reçois Kevin Sauvage. Spécialiste du Standard de Liège pour cette info et visage bien connu des téléspectateurs de RTL. Son parcours illustre parfaitement ce glissement des codes que nous étudions. Comment gère-t-il sa marque personnelle ? Quelle relation entretient-il avec son audience sur X ? C'est ce que nous allons découvrir. Bonne écoute. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter brièvement quel est votre parcours et comment vous êtes devenu spécialiste du Standard à Sud Info ? Donc moi c'est Kevin Sauvage, j'ai 39 ans. Je suis revenu à Sud Info depuis mars 2024, après avoir passé plus de 14 ans du côté de l'ADH. Il faut savoir que j'ai commencé mon parcours journalistique du côté de la Meuse-Liège, Sud Info. Ça s'appelait encore Sud Presse à l'époque. J'ai été appelé par la dernière heure Les Sports pour suivre le Standard. Et puis voilà, depuis 2010, je n'arrête plus de suivre le Standard. C'est vraiment devenu mon quotidien. Au niveau du parcours scolaire, moi je suis issu des humanités à Liège, à l'école de Liège, qu'on appelle la Télé Royale. Et puis par la suite, il y a eu... désolé, j'ai reçu un message, je dois le regarder. Ok, pas de souci. Par la suite, j'ai été à la Haute École de la province de Liège pendant 3 ans, où j'ai eu l'occasion de faire des stages en première année, deuxième année, troisième année. C'est surtout ça qui m'a permis d'avoir le pied à l'étrier et d'entrer dans le métier ici à la Meuse-Liège, puisque c'est là que j'ai fait mon stage de dernière année et que j'ai pu continuer par la suite, vu que ça s'était bien passé. Donc voilà un petit peu pour la présentation. Donc, passons à la prochaine question. En tant que journaliste de presse écrite chez Sud Info, vous êtes confronté en permanence à la pression des réseaux sociaux, notamment pour moi sur X, le nouveau Twitter, où l'information peut être publiée et partagée en quelques secondes. Dans ce contexte où tout va très vite, comment faites-vous pour prendre le temps de vérifier votre information tout en restant compétitif face à ces différents acteurs ? Oui, ben justement, c'est une des adaptations du métier, j'ai envie de dire, depuis quelques années maintenant, encore plus depuis quelques mois. C'est vrai que l'internaute, le supporter, l'être humain en général en 2026 veut savoir tout de suite. Sans savoir d'où vient l'info, il veut être informé. Et ça, c'est une grosse dérive j'ai pas envie de dire du journalisme, parce que pour moi, les gens qui sont sur les réseaux, c'est pas véritablement du journalisme. Moi, j'ai ma déontologie personnelle, j'ai ma déontologie professionnelle. Effectivement, moi, je ne peux pas me permettre, nous, en tout cas, journalistes professionnels, nous ne pouvons pas nous permettre de sortir, je sais pas moi, 10, 15 infos à la minute sur des comptes, sur les réseaux, sur X en l'occurrence, puisqu'on parle de ce réseau social-là, et d'en avoir juste une de correcte. Non, ça, c'est pas possible, c'est pas viable. Il y a toujours du fact-checking à faire dans tous les domaines, que ce soit le sport ou autre. Et l'information, quand elle est publiée via un article aussi. Alors, il m'arrive aussi, moi, parfois, effectivement, quand je suis sûr de mon information et que mon article est prêt, de publier peut-être d'abord un tweet en mentionnant mon employeur, donc le compte de mon employeur, en ramenant à notre site internet, et le lien est publié dans la foulée. Donc voilà, c'est vrai que quand on a une information qui est assez chaude, et qu'on sait qu'elle peut vite partir, mais qu'on en est sûr, là, alors oui, j'ai aucun problème à la publier, et comme je viens de dire, de renvoyer directement vers notre site internet. Mais c'est vrai que c'est une pression, oui et non, parce que moi, la pression, je me la mets tout seul, déjà de base, et ça change pas fondamentalement mon métier, dans le sens où j'essaie toujours d'être le plus correct possible dans les informations qu'on donne. C'est pas toujours facile, effectivement, mais voilà. Je crois que les gens, au final, font quand même la part des choses, savent où ils veulent aller consommer l'information de qualité. Je dis pas là que mes informations sont de qualité, mais je pense que les gens savent faire la part des choses quand même, et faire le tri. Il faut savoir faire le tri aujourd'hui, malheureusement.
Nous passons à la prochaine question qui est assez liée à la dernière. Sur les réseaux, on a de plus en plus de comptes d'insiders, de créateurs de contenu qui publient des rumeurs de transfert en continu sans nécessairement croiser leurs sources ni respecter des règles déontologiques. Comment est-ce que vous qualifierez-vous cette concurrence et est-ce qu'elle vous oblige-t-elle à travailler d'une autre manière au quotidien? Mais c'est exactement ce que j'ai dit juste avant. Malheureusement aujourd'hui, tu as employé le mot, je pense, plus influenceur. On est plus dans ce terme-là aujourd'hui. Moi, je ne suis pas un influenceur, je suis un journaliste. J'ai une carte de presse professionnelle. Des influenceurs, tout le monde peut devenir influenceur demain, tout comme tout le monde peut devenir cuisinier en suivant une recette dans un livre. Je dis pas que c'est pas un métier, parce qu'il y en a apparemment qui gagnent leur vie comme ça. Mais quand on est influenceur, on n'a pas de déontologie. J'en reconnais certains qui n'ont pas de déontologie et, comme je le disais, qui peuvent se permettre de sortir 10 infos en se disant c'est pas grave, s'il y en a qu'une seule qui est bonne dans le tas, ça va faire le taf. Ça, c'est pas possible. Donc, moi, comme je le dis, ça change pas mon métier parce que je pense vraiment que les gens peuvent avoir leur libre arbitre et de se dire bah oui, là ici c'est peut-être pas sûr et là-bas ça l'est plus. Donc moi je continue à travailler de la même manière. C'est vrai que ça va beaucoup plus vite évidemment. Il faut être plus sur la balle. C'est un métier déjà de base assez chronophage où on est connecté H24. Moi pour ma part en tout cas. Donc ça change pas fondamentalement les choses. Je travaille de la même manière, je recoupe mes informations de la même manière, peut-être plus vite pour certaines. Effectivement, je sais qu'il y a une présence sur les réseaux sociaux, mais voilà, bon, je ne change pas ma ligne de conduite. Tout au plus, je travaille plus vite, mais vite ne veut pas dire pas proprement. Passons à la prochaine question qui est plutôt liée au standard. Vous couvrez le standard de Liège au quotidien, ce qui implique des relations assez régulières avec le club, ses dirigeants, ses joueurs. Comment gérez-vous cette proximité avec vos sources sans compromettre cette indépendance journalistique? Y a-t-il des situations où vous avez dû choisir entre maintenir un accès privilégié ou publier une information sensible? C'est vrai que la ligne est toujours mince, évidemment, surtout quand on est c'est un métier de niche, j'ai envie de dire. C'est très particulier de suiveur de club. Je crois que c'est pour tous les suiveurs de club au monde. Moi, j'ai vu passer énormément de joueurs, énormément d'entraîneurs, énormément de directions. Alors, on doit évidemment créer des liens avec toutes ces personnes parce qu'on travaille on est amené à travailler avec elles indépendamment. Donc il faut créer effectivement des connexions, mais ça doit rester dans l'objectivité la plus totale. On peut avoir évidemment des relations plus poussées avec certaines personnes où on s'entend mieux avec des joueurs ou avec des coachs. Ça, c'est humain, ça fait partie de l'être humain évidemment, mais moi personnellement, je me suis jamais refusé d'écrire quoi que ce soit sous prétexte que je m'entendais bien avec un dirigeant ou pas. La censure, il y en a qui ont essayé de l'exercer, ça c'est vrai, mais c'est pas possible. Moi, dans ma conception, j'en ai vu dans mon métier, pas pour moi ni pour mes employeurs, mais ailleurs. Et ça, c'est une ligne qu'il faut jamais franchir. C'est vrai qu'on est amené à être fort assimilé. Moi, je sais que je suis fort assimilé, évidemment, standard, et que on a des détracteurs comme partout, évidemment. Mais c'est logique, c'est le jeu, c'est comme un joueur de foot. Il peut pas plaire à tout le monde. Maintenant, j'essaie toujours de faire le travail dans la plus grande objectivité possible. Et pour ma part, je me refuse pas à publier une information si elle est négative envers une personne ou l'institution, parce que Dieu sait que ça a été assez négatif ces dernières années du côté du standard. Donc, si on avait dû embellir les choses à chaque fois, je crois qu'on n'aurait plus aucune crédibilité. On passe encore à la prochaine question, qui est plutôt axée par rapport à dans le vestiaire. Vous jonglez entre travail écrit et votre rôle de chroniqueur dans le vestiaire chez RTL, où on attend de vous un avis qui est assez tranché. Est-ce que cette exposition télévisuelle vous pousse à développer votre propre marque personnelle, notamment via les réseaux sociaux, à l'image de certains influenceurs?
Alors non, pas du tout. Moi, je suis encore très émerveillé, je vais dire, par les réactions que peuvent susciter cette exposition médiatique, enfin médiatique, télévisuelle, parce que j'y suis pas habitué du tout et c'était pas la recherche. Moi, on m'a soumis ce projet-là quand je suis revenu à Sudinfo, en me disant qu'on aimerait bien que j'y participe. J'ai sauté dans le bateau parce que je me suis dit que c'était une corde supplémentaire à mon arc et que c'est toujours sympathique de découvrir d'autres choses parce que ça nous ouvre des portes aussi fatalement. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Donc non, moi je ne suis pas du tout dans l'optique de développer une marque. Ma marque, c'est mon employeur. C'est pas Kevin Sauvage. Une marque, c'est pas. Moi, je suis l'employé de Sudinfo, tout comme j'étais l'employé de la dernière heure les sports avant. Et mon but, c'est de faire rayonner cette marque-là. Donc, c'est-à-dire que ce que je veux, c'est que le fan du Standard se dise, OK, pour avoir les bonnes infos sur le Standard, pour avoir les bons contenus, pour avoir les bonnes analyses, c'est sur Sudinfo que je dois aller. Pas forcément, c'est Kevin Sauvage que je dois voir. Donc voilà, je vais pas dans le vestiaire pour développer cette marque, mais justement pour représenter mon employeur, sachant qu'évidemment RTL fait partie aussi du groupe Rossel qui détient Sudinfo, quoi. Et donc, dans ce même mouvement, comment réagit votre employeur ou le conseil de déontologie journalistique face aux situations où la frontière entre le journaliste qui rapporte de l'information et le chroniqueur qui fait, entre guillemets, le show devient flou? Y a-t-il des garde-fous qui imposent une sorte de jugement par rapport à ça? Alors, le garde-fou, c'est moi-même. Je suis pas chroniqueur, je suis journaliste. Et à chaque fois, présenté comme journaliste à l'émission. Donc moi, j'apporte mon regard analytique et effectivement, le show, c'est le bon mot pour faire dans cette émission-là, parce que certains sont là pour ça, sont là pour amener le débat. Hein, je pense à Marc notamment, qui fait ça très très bien. C'est un métier. Moi, je peux pas faire ça. C'est pas mon core business, c'est pas mon tempérament. Moi, je suis là en qualité de journaliste. Alors évidemment, on s'amuse. Hein, c'est toujours chouette de faire cette émission-là. Mais moi, je suis journaliste, donc je reste dans mon rôle. Je suis toujours dans mon rôle, donc je suis pas soumis à un garde-fou quel qu'il soit. Si quand bien même je devais à sortir de ce rôle-là, nul ne doute que mon employeur me rappellerait à l'ordre le plus rapidement possible, mais je m'impose déjà cette discipline moi-même de ne pas tomber dans la caricature ou quoi ou autre, parce que encore une fois, je représente mon employeur qui est Sudinfo, donc j'y vais en qualité de journaliste. Mais c'est vrai que je comprends parfaitement la question, parce qu'aujourd'hui la frontière est énorme, surtout quand on regarde, on parle de frontière de l'autre côté de la frontière en France, où là on est même parti pris pour certaines causes. Ici, voilà, je pense qu'on reste encore dans le cadre de l'objectivité, quoi qu'il arrive. Et donc, la prochaine question, je voulais faire une certaine référence à une nouvelle émission qui a été créée récemment, avec l'émergence de formats comme The Bridge. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, j'ai déjà entendu parler. Ouais, The Bridge, réalisé par Aurélien Chouameni, où des vlogs personnels de certains joueurs, des clubs et des sportifs s'adressent directement à leur propre communauté, en contournant les médias traditionnels face à ce genre de nouveau type de médias sans forcément qu'il y ait des journalistes. Comment est-ce que vous qualifierez ce nouveau type de format par rapport à ce qui se passait avant? C'est l'évolution du monde. C'est normal, il faut vivre avec son temps. C'est normal que, voilà, aujourd'hui, moi, quand j'ai commencé à travailler, si on m'avait parlé de Twitter, connaissais pas, Facebook, c'était tout juste. Et je vais même aller plus loin, les sites internet, c'était encore une découverte. Donc voilà, c'est l'évolution normale des choses. Comme je le dis, aujourd'hui, les gens veulent tout de suite. Et qu'est-ce que les gens veulent surtout? Ça, je le remarque, je le sais, c'est de l'inside, c'est de l'intérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et donc les agents, les conseillers en communication le savent pertinemment bien et jouent évidemment là-dessus. Les joueurs aussi soignent leur image. Combien de documentaires n'ont pas fleuri sur les réseaux, sur Netflix par exemple, qui est une mine d'or aussi. Et moi, je suis très friand de ça. J'aime beaucoup. Donc moi, je vois pas du tout ça comme une concurrence. Alors c'est vrai que les joueurs aujourd'hui, les sportifs, surtout les footballeurs, sont de plus en plus cadenassés. C'est de plus en plus compliqué d'aller les chercher. Et ça, c'est un peu regrettable parce que voilà, on se fait toujours nous le lien entre le sportif et le supporter. Je crois que le supporter a besoin d'avoir ce lien aussi, tout en
En objectivité, parce que là, on est clairement dans la subjectivité quand le joueur lui-même ou le sportif lui-même crée son propre documentaire ou son propre show. Mais encore une fois, c'est quelque chose de normal et moi, je ne vois pas ça d'un œil à me dire qu'est-ce que c'est que ça, c'est pas normal. J'ai jamais aimé ces réactions de vieux journalistes, je vais dire, face à la nouveauté. La nouveauté est normale. Et il faut savoir vivre avec, il faut savoir jongler avec et l'utiliser aussi. C'est la même chose pour l'intelligence artificielle. Celui qui n'a pas envie de vivre avec son temps aujourd'hui, il va être vite mis de côté. Donc voilà, il faut quand même faire la part des choses. Ça n'est pas du journalisme, c'est de la communication. Et c'est très différent. Oui, parce que récemment, sur Internet, là, notamment à cause de la dernière émission de Bridge, qui a eu lieu avec notamment Royal Chouameni qui l'anime, où il y avait eu Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, il y a eu de nombreuses critiques de journalistes qui disaient que c'était pas à mon format et que pour eux, il n'y avait pas de question de relance, que c'était pas assez professionnel et que pour eux, c'est comme si c'était des jeunes qui se rejoignaient à un bar et qui parlaient tranquillement, quoi. Pour eux, il y a aucun apport. Ça dépend comment on présente le projet. Si on présente ça sous la forme journalistique, alors oui, on a un souci. Là, je suis d'accord avec eux, c'est pas journalistique. Mais là, ici, ce sont des joueurs qui créent leur canal de communication à eux. Moi, je vois pas où est le problème. Effectivement, aujourd'hui, on voit tout sur Internet, sur les réseaux, on voit tout. C'est vrai que la filiation avec les amis qui se rejoignent au bar est bonne. Moi, ça me pose pas de problème. Maintenant, si on commence nous, journalistes, à les puiser là-dedans pour justement générer des articles et tout ça, là, on va peut-être avoir un souci. Et je pense qu'il faut pas aller vers ça aujourd'hui. Il faut essayer de garder, comme je le disais, ce contact avec le sportif parce que c'est très très important. Et je pense que le sportif de base, enfin le sport, le football en général, aura toujours besoin de la presse en général, parce que on parle de presse écrite. Moi, je me souviens quand j'étais à l'école, on avait des cours de presse écrite, presse TV, presse radio, presse sportive. Aujourd'hui, c'est tout court, c'est tout ensemble. On fait tout. Moi, je fais des vidéos, je suis sur les réseaux, je mes communautés, j'écris mes articles, je remets des photos. Enfin voilà, on est vraiment 360, j'ai envie de dire aujourd'hui. Avant, on était juste presse écrite, ceci, cela. Ça a beaucoup changé et ça, je pense que c'est ce qui attire quand même encore les jeunes. Enfin, j'espère, parce que c'est un métier très compliqué quand même. C'est le fait qu'on touche à tout, quoi. Et donc, je passe à la prochaine question. Elle était plutôt axée par rapport à Sacha Tavolieri, qui est aujourd'hui une référence qui est assez incontournable dans le mercato belge et voire même international, y compris sur des sujets qui concernent le standard. Comment le percevez-vous? Est-ce un concurrent, un confrère ou quelqu'un qui est assez difficile à catégoriser? Et plus largement, pensez-vous que ce type d'acteur exerce réellement un rôle de journaliste? Alors non, pour la dernière question, non, clairement pas. C'est un influenceur. Pour moi, c'est pas un journaliste. C'est un influenceur qui n'a pas de garde-fou, justement. Donc voilà, c'est-à-dire que on l'a expérimenté à maintes et maintes reprises, des informations publiées qui ne sont pas bonnes, mais d'autres qui sont bonnes et qui font le boulot. Donc je respecte chacun travaille comme il veut. Je ne me considère pas comme un concurrent. Mes concurrents, ils sont à l'ADH, ils sont à la RTBF, ils sont ailleurs. Et je suis très content quand quelqu'un a une information sur les réseaux et je me dis pas mince, je l'ai pas eu. Voilà, c'est le jeu, on peut pas tout avoir. Maintenant, voilà, moi je le répète, j'ai un processus avant de sortir une information ou un article qui doit être validé, triple-checké. Au niveau, ne serait-ce que de la charte orthographique aussi, c'est très important. Je peux pas me permettre de sortir un tweet avec 3 fautes d'orthographe dedans. Si on est journaliste, voilà, c'est juste pas possible. Donc voilà, maintenant il y en a plein. Il y en a plein. Comme je le disais, les influenceurs des réseaux, ça pullule. Avant, ça n'existait pas. C'est devenu aussi une niche. Je parlais de niche. C'est devenu aussi une niche, un métier, et qu'il faut savoir respecter aussi. Et avec lesquels il faut compter. Maintenant, voilà, moi je le répète, je fais pas le même travail. Et donc, passons à la prochaine question, qui est même l'avant-dernière. Face à l'explosion de Twitch, TikTok et ses créateurs de contenu sportif,
Quel avenir voyez-vous pour le journaliste sportif de la presse écrite? Faut-il, selon vous, adapter de nouveaux codes numériques pour survivre, mais à quel prix déontologique? Bien sûr qu'il faut adapter. On s'adapte tout le temps. Comme je le disais, le métier n'est plus le même aujourd'hui qu'il l'était il y a un an, même 3 ans, enfin il y a 15 ans, même un an. Et ce sera différent demain. Nous, on se renouvelle en permanence. Je le dis, l'intelligence artificielle va aider énormément aussi. Il y a beaucoup plus de formats vidéo, de contenu vidéo qu'il n'y avait auparavant. Donc oui, il faut se réinventer, mais effectivement, tout en gardant cette forme allez, c'est pas une forme, cette objectivité, ce regard critique, voilà, c'est ça que je cherchais, et ne pas tomber dans le populisme, dans le tout de suite, parce que c'est là qu'on fait des erreurs, c'est là qu'on crée des soucis, et on peut perturber aussi le fidèle lecteur ou le fidèle auditeur, le fidèle suiveur, c'est comme on veut, parce que on n'est plus en phase avec la ligne éditoriale qui est quand même à la base d'avoir chez nous d'avoir une certaine proximité avec l'internaute qui nous suit, le lecteur qui reçoit son journal ou l'auditeur qui nous écoute en podcast ou celui qui regarde nos vidéos. Donc oui, il faut savoir vivre avec son temps, créer de nouveaux formats aussi. Moi, j'avais créé un format au cœur des Rouges, le MAG, qui avait pas mal fonctionné, qu'on aimerait d'ailleurs relancer, parce qu'encore une fois, je sais que les gens aiment ce qui se passe à l'intérieur. Et en tant que fan de sport, j'aime aussi ce qui se passe à l'intérieur, savoir un petit peu, découvrir un peu les coulisses. Donc voilà, c'est se réinventer en permanence, mais en gardant les codes qui nous ont été inculqués par notre formation de journaliste. Pas oublier qu'on est journaliste à la base, on n'est pas influenceur, on n'est pas animateur, enfin certains le sont, animateurs aussi, hein, on se comprend bien, mais on n'est pas influenceur, on n'est pas voilà, on doit rester journaliste avant tout, mais surtout évoluer tous les jours évoluer. J'avais peut-être une toute dernière question qui n'est pas vraiment liée aux influenceurs, mais qui est plutôt liée aux médias sportifs. Qui ne sont pas officiels, du style ActuFoot et Instant Foot qu'on voit sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ah oui, je vois. Souvent, republient des informations de journalistes sans forcément avoir leur avis. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez un avis par rapport à ces différents médias qui sont sur Internet. On parle de compte X. Donc, voilà. C'est vrai que tant que c'est fait dans le respect. Moi, j'ai aucun souci. Je suis repris par énormément de comptes de ce style-là, mais qui citent souvent. Je suis rarement soumis à des comptes ou des gens qui ne suivent pas, qui ne citent pas. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Le problème, évidemment, qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, comme je le disais, les gens veulent tout de suite et ils ne comprennent pas qu'une information, ça se paye aussi. Et ça, c'est un gros problème. Éduquer la population avec ça. Combien de fois je vois en dessous de mes articles, tiens, est-ce que quelqu'un a le lien à l'article complet, c'est payant. Je fais toujours la même remarque quand vous allez à la boulangerie. Ne demandez pas un pignon de pain à la boulangère en lui disant je vais pas tout prendre. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut savoir que l'information, elle a un coût aussi. Elle tombe pas du ciel. Donc voilà. Maintenant, quand ces comptes-là reprennent des contenus payants, c'est vrai que c'est un petit peu ennuyant parce qu'effectivement, qui va aller cliquer sur le lien pour lire l'article complet si quelqu'un a déjà fait le travail. Mais bon, voilà, on essaye de limiter au maximum ça, et pour le reste, quand on cite la personne sans reprendre simplement purement ce qui est écrit, parce que ça arrive parfois qu'il y ait du copy-paste total sans citer les sources, là c'est plus problématique, quoi. Et donc là, on arrive à la fin. Y a-t-il quelque chose que vous souhaiteriez ajouter, un aspect dont on n'a pas abordé, qui vous semble important par rapport aux différentes questions j'ai pu faire? Non, je constate juste que, et c'est chouette de voir que pas mal d'étudiants s'intéressent toujours à ce métier-là. J'en ai eu un la semaine dernière, j'en aurai encore un prochainement, et je pense que les sujets sont souvent les mêmes. C'est pas une critique, c'est normal, c'est parce que le monde évolue, et encore une fois, il faut savoir vivre avec son temps. Et moi, je peux que encourager les jeunes aussi, les nouveaux formats à éclore dans le respect chaque fois de la déontologie, parce que je suis fort attaché à ça aussi, et en espérant qu'on ait toujours
une presse objective, qu'elle soit sur les réseaux, qu'elle soit sur les sites internet, dans les papiers, sur les chaînes de télévision. C'est important de garder de la pluralité aussi de la presse, c'est très important. Donc moi, je peux qu'encourager les gens à développer leur format aussi, mais voilà, tout en restant objectif et en respectant certaines règles quand même, c'est toujours mieux. Ok. Du coup, là, on a fini. Merci à vous. Avec plaisir, quand tu veux, pas de souci. Toujours aider les étudiants, c'est très bien comme ça. Et c'est la fin de cet entretien avec Kevin Sauvage. Un immense merci à lui de nous avoir ouvert les coulisses de ce quotidien de journaliste hybride et pour sa franchise sur les défis déontologiques que cela représente. Notre enquête touche d'ailleurs bientôt à sa fin, puisqu'il s'agissait de l'avant-dernier épisode de notre série. Mais restez connectés, car le grand final arrive très vite. Si vous voulez analyser plus en détail les points abordés aujourd'hui, ou rattraper les épisodes précédents, tout est disponible sur openplaystudio.com. Merci pour votre fidélité.